Connaissance, recherche, sciences, décisions mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Alors, donc, bien, alors, essayons de faire ça à un minimum de frais. Alors, quand j'écris cette équation, qu'est-ce que je vais rajouter? D'abord, U2, U vérifie l'équation avec D2 sur DT, H', etc. Donc, cette partie U2 va vérifier la même équation. Donc, il y a tout un tas de termes qui consistent à dire je fais comme si l'équation était à coefficient constant, ça vaut 0. C'est la première famille de termes. La deuxième famille de termes, ça va être des termes positifs, c'est l'aspect de carré, donc ils vont s'ajouter ces termes positifs à la première partie de l'équation. C'est le U2, c'est simplement de dire, lorsque j'écris AIJ DIJU égale à 0, eh bien, lorsque je fais moins AIJ DIJ U2, eh bien, je peux dériver, quand je dérive 2 fois U2, j'ai d'une part 2U DIJU plus DIU DJU 2 fois. D'accord? Et donc, qu'est-ce que cela me donne? Cela me donne exactement plus AIJ, avec un 2, j'imagine, DIU DJ, égale à 0. C'est-à-dire un terme positif, la forme quadratique associée au gradient de U. Donc, c'est ce que je vais réécrire en bleu, la forme quadratique associée au gradient de U. Bien, le premier terme, on sait très bien ce que ça fait. Ça va me faire un gamma du sur dt plus h' de du. Fois du, pardon. C'est appliqué à U, norme au carré. Ça, c'est la forme quadratique associée aux 3 premiers termes. Et un autre terme qui est également agréable, il y a peut-être des 2 qui manquent dans le jaune d'ailleurs, hein, parce que c'est quand on dérive 2 fois le terme supplémentaire, hein, quand je dérive U carré 2 fois, hein, U carré seconde, donc c'est 2U U seconde plus 2U prime carré. Donc il y a un 2, c'est le U' carré dont je suis en train de parler. Donc pardonnez-moi, mais il y a un 2. À nouveau, ça n'a pas rigoureusement aucune espèce d'importance, mais je ne voudrais pas que... Si vous refaites des calculs, vous soyez inquiet de ne pas retrouver, dans ces circonstances-là ou dans d'autres, de retrouver ce que je vous ai indiqué. Donc, plus 2 gamma. Alors, donc 2 gamma, là, le dernier terme, c'est un h seconde. Donc, c'est d'abord un petit h, pardonnez-moi. Et c'est un h seconde de du au carré. Hein, c'est bien ça, si je ne m'abuse. Ah, c'est ce terme-là, h seconde. On applique, on remplace les 2 u par du, c'est ça. Correct. Et donc, je récupère d'autres termes qui sont bons, ici. En revanche, donc ça, c'est... j'ai rajouté plus gamma U2 dans l'équation. J'ai récupéré d'une part, parce que l'équation est vérifiée par U, j'ai récupéré plein de termes nuls. Le carré m'induit les bons termes qui sont positifs ou nuls. En revanche, les mauvais termes que j'ai introduits vont venir du membre de droite. Parce que dans le membre de droite, il y a quelque chose qui est très agréable, que je vais simplement noter comme étant un BI de DIW. En un point de maximum, ça vaudra 0. C'est les 3 termes qui sont là lorsque j'ai bien complété avec le gamma U2. Mais ce que je dois rajouter, c'est évidemment les termes qui n'y étaient pas, à savoir les D de gamma U2. Bon, alors il faut les écrire. Donc comme c'est un plus, ça arrive avec un moins. Donc je vais récupérer après, a priori, un moins 4 gamma U, parce que je dérive U carré,
h seconde du, parce que je dérive u carré, toujours, multiplié par dxtu plus h' d dessus. C'est ça. Alors toujours, si on veut voir de quoi il s'agit, h seconde matrice, et on regarde la forme quadratique associée à ces vecteurs. Donc ça, c'est le premier terme. Deuxième terme, le dernier terme est du même tonneau, donc je vais tout de suite le réécrire. Donc, à part que c'est un 2 maintenant, moins 2 gamma u. J'ai du h seconde, j'ai du h', pardon, petit h', h seconde, et puis c'est à nouveau du du, dxtu plus h' d dessus. Ouf. Et puis le dernier terme qui provient de là, qui est donc le moins 2 gamma u, avec un h, moins 2 gamma hu, moins 2 gamma hu, h tierce d2 d. Bon, alors en plus, si vous pensez vraiment h de p égale 1 demi de p2, ça vaut 0, ça. Bon, c'est pas celui-là le plus important, mais... Alors, ben voilà, et bien là, maintenant, il faut qu'on se débrouille. Il ne reste plus qu'à prier en espérant que les bons termes soient suffisamment bons pour manger les mauvais termes. Et les mauvais termes, donc je manque de couleur. Le reste, les mauvais termes sont assortis à mon pull. Donc, question, c'est... Puis tout le reste, c'est bon. Donc, en un point de maximum, que sais-je en x0, t0? Donc, je vais... Donc, ça, je vais l'appeler 1. Allez, entouré. 2. 2 entouré, et puis le troisième, 3 entouré. Eh bien, en un point de maximum de W, donc si x0, t0 est un point de maximum de W, je sais que le BI DIW, il vaut 0, et je sais que tous les termes de l'équation, ça me donne positif ou nul. Eh bien, qu'est-ce que je déduis de tout cela? Je déduis que I plus 2I en ce point-là est inférieur, et puis j'arrête avec mes conneries de créer, en ce point-là, eh bien, c'est plus petit que 3I. Je travaille avec la craie blanche, ça suffit. Voilà. Donc, deux termes positifs qui ressemblent à du d2u carré et ici à du du carré, et puis un terme qui mélange du du et du d2u. Ça me fait une sorte de forme quadratique avec des coefficients très non linéaires. Est-ce que de cette forme quadratique, je peux espérer tirer une borne ou pas? Alors, quand je dis forme quadratique, je vais tout de suite vous enlever ça de la tête, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça. En effet, regardons les différents termes, à quoi ils ressemblent. Ça, c'est effectivement quelque chose qui a le bon goût d'apparaître ici. Donc ces termes-là, ils apparaissent avec un carré. Ça, c'est plutôt bon signe. Et donc, grosso modo, les deux termes qui sont là, on peut espérer les bouffer, en partie, par celui-ci, quitte à créer du carré de quoi? Bien, du carré de du carré, fondamentalement. Parce que du h seconde, c'est borné, gamma, c'est une constante, u, c'est borné. Alors, il y a h', mais il faut qu'on réfléchisse un peu à h', quelle taille ça a. Mais si d'aventure, le h' n'est pas trop méchant,
tout ça, ça va se majorer par Cauchy-Schwarz. On va pouvoir absorber ces deux termes par le terme qui est ici, et puis avec en plus, modulo, un CDU carré. Alors CDU carré, il va falloir le récupérer de là. Hein. Bon. Je vais reprendre ça. Hein, j'essaie qu'on visualise. Le dernier terme, que peut-on lui faire? Oh, eh bien, on n'a pas trop le choix. Hein, il y a du h seconde d2u carré. Donc là, on a du d2u carré. Donc même chose, si je me sers du d2u carré, modulo le h, ça me fait du du carré. Hein. Donc modulo les h et les h', on n'est pas trop mal barré par Cauchy-Schwarz. En tout cas, se débarrasser de tous les termes de dérivée seconde, quitte à devoir contrôler du du carré. Alors pourquoi du du carré? On en a, et on en a même avec de la marge dans les termes en bleu. C'est pour la raison suivante. Rappelez-vous, on a obtenu une borne sur du sur dt, plus h de du. Donc le du sur dt, il est du même ordre de grandeur que moins h. Et donc le h' du moins h, ben, typiquement si h est quadratique, c'est comme du du carré. Donc ça, c'est du du à la puissance 4. Donc là, on va gagner beaucoup. Alors, on va gagner beaucoup, et c'est ça qui va permettre de faire marcher la démonstration. Et en fait, à nouveau, on voit que ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui soit surlinéaire ici. Ce qui est dire que h' de p scalaire p moins h est surlinéaire, c'est vraiment dire que h est une bonne fonction convexe. C'est très naturel. Alors, regardons plus précisément ce que je viens de dire. Donc, l'observation que je viens de faire sur 3, c'est que je peux majorer 3 par 1/2 de i, ça va être Cauchy-Schwarz. Hein. C'est-à-dire partout où j'ai un produit A que multiplie B, je majore A, B par 1/2 de B2 plus 1/2 de A2. Okay. Donc typiquement, regardons le premier terme. Le premier terme, c'est dxt plus h' de d2u. Donc typiquement, ben, j'en prends un peu, et donc ce que cela me fait sortir un carré de ça. Donc ce que je vais avoir, c'est une certaine constante, gamma 2, je garde gamma parce qu'après tout, je ne l'ai pas encore choisi. C fois gamma 2. Donc h seconde, hein, je veux dire que h est semblable à P2, donc pour qu'on voit un tout petit peu à quoi ressemble h. Ben, h seconde, c'est semblable à 1, hein, enfin semblable à l'identité. Juste pour fixer les idées qu'on voit après. Après, justement, ben, on voit quelles sont les hypothèses que l'on va mettre sur h' de P scalaire P moins H sur H seconde, etc. Ensuite, vous pouvez évidemment travailler techniquement pour voir. Et il y a de la marge, hein, parce que si H se comporte comme P2, je vais avoir du du à la puissance 4, alors que je voudrais du du carré. Donc on a beaucoup de marge. Mais il restera des hypothèses de comportement de la méthode, des hypothèses techniques sur lesquelles je ne veux vraiment pas insister, mais qui sont vraiment minimales. Plus C fois gamma 2, fois alors le H seconde, et puis il reste du du carré. Donc ça, c'est le premier terme. Et éventuellement, il y a aussi dans ce terme-là le plus C gamma 2, et j'ai un H'. Alors celui-là, il faut que je me méfie un peu. Non, c'est bon. Plus un 2 plus C gamma 2, H' carré du2. Oui, c'est bon. Pardon. Donc ça, les termes rouges, c'est correct. Il reste, pardonnez-moi, le troisième terme. Donc là, je me sers. Alors, j'ai un peu de marge. Si on veut vraiment faire simple, on va dire que je peux supposer que H tiers, si j'en ai pas besoin, j'ai de la marge.
mais que si h seconde est semblable, se comporte comme P, comme une constante, bien, je peux penser que h tierce se comporte comme du 1 sur P à l'infini. Si c'est quadratique, ça vaut 0. Bon. C'est une hypothèse naturelle, mais à nouveau, il y a énormément de marge. Et j'ai pas vraiment besoin, j'ai surtout besoin de dire que c'est borné. Mais soyons cohérents, simplifions le plus possible. Donc le h tierce fois du, il est borné, en d'autres termes. Et donc ça me fait du h carré, du gamma 2, et c'est tout. Bon, alors est-ce que j'ai des soucis à me faire? Ben non, parce que le h, il est borné. Pourquoi le h il est borné? Parce que ce que l'on injecte dedans, c'est du sur dt plus h de du, et que du sur dt plus h de du, il est borné. On a obtenu une estimation a priori. Donc, h2, donc remarque, je sais déjà que h est majoré par une constante. Donc, c fois gamma 2, c'est parfait. Et gamma, vous verrez d'ailleurs, dans cette démonstration, le gamma, on n'a pas vraiment besoin de jouer sur le gamma. Ça peut être utile si on veut vraiment travailler sur les comportements. D'ailleurs, et si on voulait encore plus travailler sur les comportements, il faudrait remplacer le plus gamma U2 dans le du carré et regarder une expression qui c'est de la forme e puissance epsilon u carré fois du carré. Bon, alors ça, je me suis dit que je n'allais pas vous infliger ça et ça améliore d'un coup énormément les hypothèses techniques sur les Hamiltoniens. Là, je veux dire, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, donc, du fait que H soit borné, bah, H' aussi est borné. On est bien d'accord là-dessus. Si H' est borné, parce que c'est H' à un certain point. Oui, c'est positif aussi d'ailleurs. Et donc la morale de l'affaire, c'est que tous les termes supplémentaires, tout ce que je récupère à droite, vous voyez que tout ça, je peux le majorer par 1 demi de i. Donc je peux choisir gamma égale à 1. Ici, je n'ai pas de souci. C'est 1 demi de i plus c fois du carré. Bon, en conclusion, et ça y est, on a fini, hein, rassurez-vous. C'est comme chez le dentiste, on en est au moment où il vous dit de vous rincer la bouche. Hein. C'est bon signe en général. Enfin, des fois, il vous dit de rincer la bouche alors qu'on est en plein milieu. Ça, c'est un faux espoir. D'où la chose suivante. Donc, toujours à un point de maximum en ayant choisi maintenant gamma égale 1. Donc, le 1 demi de i est positif. Et il me reste quand même le 2, dont je ne me suis pas servi. Et tout ça, c'est majoré par c fois du carré. Tout le calcul bestial que je viens d'effectuer, Cauchy-Schwarz ici, me dit que je peux absorber tous les termes à des termes résiduels supplémentaires, du carré près, qui sont dangereux parce que c'est ce que c'est ce que j'essaie d'estimer. Mais, comme je vous l'ai indiqué, dans le 2, il est supérieur à du sur dt, et je vais réécrire h' de du moins h, et je remplace du sur dt par f de m moins h. Et ça, je sais que c'est borné. Et ça, je sais que si h se comporte comme un demi de du carré, ça se comporte comme du du carré.
Et donc, j'ai quelque chose qui est de l'ordre de du carré plus quelque chose de borné, le tout au carré, qui se majore par c fois du carré. Eh bien, tout ceci entraîne, c'est comme si vous aviez du du puissance 4, et puis des termes constants, des termes en du carré, de l'autre côté. Eh bien, ça entraîne que du est majoré. Donc, en fait, ça entraîne que du à la puissance 4 se majore par c fois 1 plus du carré. Et ça entraîne que du, en un tel point, est majoré par c. Mais si du est majoré par une constante, ça veut dire que w est majoré par une constante, et comme ça a le bon goût d'être le point du maximum, on a conclu. Donc c'est une équation quasi-linéaire, donc bon, ok, on s'en tire avec des arguments d'équation quasi-linéaire, mais avec des difficultés qui sont des difficultés très spécifiques aux problèmes que l'on a ici, notamment des termes de bord et des coefficients non bornés. Donc ce qui fait qu'il faut vraiment faire attention aux termes. Donc on ne peut pas appliquer du tout une théorie générale. Donc, mais néanmoins, les vieux résultats sur les équations quasi-linéaires, avec quelques modifications et quelques petites astuces supplémentaires, ben ça s'adapte. Mais il faut bien organiser l'argument. Résumons. Conclusion. Conclusion, c'est que ce que l'on a démontré, c'est qu'on avait des estimations de Lipschitz sur du, et que par un processus standard, en fait, cela donne de l'existence. Alors, l'unicité est toujours vraie pour des solutions régulières. L'unicité est toujours vraie lorsque l'on a un peu de stricte monotonicité. Donc, dernière étape qui conclut le théorème, c'est de vous parler d'unicité, et puis on arrête là pour ce théorème. Donc, conclusion, il reste à démontrer l'unicité. Et c'est ce que je vais donc faire maintenant. Oui, donc il y avait. Tu m'avais posé une question sur le fait pourquoi on peut passer d'un système à l'autre. Alors donc ça je te réponds oralement à la question. Il n'y a en fait pas de difficulté. Supposons que ceci soit une solution. Alors on définit M par cette relation, et l'équation qui est là est précisément l'équation qui est ici. On n'est rien d'autre que cette équation-là. Et ceci, on y a droit si f' est strictement positif, parce qu'il va falloir diviser par f'. Donc en fait, avec la régularité, passer de l'un à l'autre, ça ne pose aucune difficulté si f' est strictement positif. Bon. Alors le cas f égale à 0 est aussi un autre cas un peu particulier, où on peut passer de l'un à l'autre, mais il y a d'autres hypothèses qui permettent de passer de l'un à l'autre. Parce que dans le cas f égale à 0, même si ça se rapproche du transport pur, ce qu'on vient de faire n'est pas innocent, parce que la démonstration que je viens de faire sur les bornes, sur du sur dt plus h de du, sur les estimations de Lipschitz, en fait, on s'en moque des strictes positivités, des choses comme ça. On ne s'en est pas servi. On ne s'est servi que de bornes là-dedans. Donc en fait, la démonstration est extrêmement générale. En revanche, pour les estimations, c'est vrai, mais le passage qui consiste à dire si j'ai des estimations de Lipschitz, alors j'ai des solutions régulières, ça casse. Ça casse parce qu'on n'a plus une équation qui est uniformément elliptique. Je reviendrai sur cet aspect-là. Mais il y a quand même quelque chose de global. Si je fais dégénérer f sur une certaine zone pour avoir un mélange de transport et de problèmes
de Mansfield Game, si je veux mélanger ça de manière non linéaire, c'est-à-dire simplement avoir un f qui peut avoir des plats, eh bien, j'ai quand même formellement c'est pas même pas formellement, on a en un certain sens une solution avec des u, avec m borné et des u des Pchitiens. Ça, on le sait. Elle est même unique. Ce qu'on ne sait pas, c'est sa régularité. On ne sait pas si on est en train de décrire une courbe sur les m qui est régulière. Je reviendrai un peu là-dessus. Démontrons l'unicité. L'unicité est très générale, c'est toujours la croissance de f. On l'a fait très souvent, je la refais très rapidement une nouvelle fois. Si U1, U2, U1M1 et U2M2 sont deux solutions du problème, pour juste indiquer pourquoi ça marche toujours bien, eh bien, on n'a que d sur dt de l'intégrale de U1 moins U2, M1 moins M2. Donc les notations sont des notations évidentes, à savoir U1, M1 et U2, M2 sont deux solutions du même problème. Et après, on branchera les conditions aux limites. d sur dt, donc de l'intégrale spatiale, est donné précisément, tout calcul fait, par f de m1 moins f de m2 multiplié par m1 moins m2, c'est-à-dire quelque chose de strictement positif si f est strictement croissante. Mais l'unicité, on peut la récupérer si m est strictement positif du morceau que je vais maintenant écrire, qui est m2 h de du1 moins h de du2 moins h' de du2 du1 moins du2, un terme qui traduit et qui est positif de par la convexité de h, et plus m1, et ensuite c'est le terme symétrique h de du2. Bon, je ne refais pas le calcul, c'est un calcul que j'ai déjà fait à de nombreuses reprises. Et donc maintenant, si je prends deux problèmes, deux solutions avec les mêmes conditions aux limites, quand j'intègre ceci, c'est-à-dire on parle de la même densité pour arriver à la même densité, quand j'intègre ceci entre 0 et grand T, je récupère 0 comme terme de bord parce que M1 et M2 coïncident là. Donc ces conditions aux limites de planification sont parfaites aussi pour la démonstration de l'unicité. Parce que d'habitude, on avait à un coin que U1 s'identifie à U2, et à l'autre bout que M1 s'identifie à M2. Mais là, c'est aux deux bouts M1 qui est égal à M2, pareil, du point de vue de la démonstration d'unicité. Et donc, je récupère bien en intégrant de 0 à grand T que 0 est égal à 3 termes, dont la positivité m'assure que ces 3 termes sont nuls, et si ces 3 termes sont nuls, vous lisez l'unicité, par exemple, en supposant que f est strictement croissante. Donc, c'est une démonstration que j'ai fait souvent déjà, je n'en redis pas plus, je n'en dis rien de plus. Parce que là, nous saturons tous sur ces démonstrations, j'ai passé presque 3 heures sur ce théorème. Mais cela dit, c'est un théorème qui n'est pas tout à fait évident. Probablement tout le cours de cette année, c'est probablement le théorème le plus délicat que... La démonstration la plus technique, délicate, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas la plus technique que j'aurai à faire. Qui paraît la plus brutale, même s'il y a quand même des idées tout à fait générales et profondes, qui ne sont pas les miennes, qui apparaissent dans la démonstration. Alors, que dire d'autre ? Alors peut-être effectivement en vrac des remarques là-dessus. On est dans une situation un peu paradoxale. Sur le rôle des hypothèses. Alors déjà, travaillons avec un h seconde strictement positif. Pensez P2. Exemple, P2.
1 demi de P2. Bien. Si je reprends tout ce que j'ai trafiqué dans cette démonstration, eh bien, ce que je prétends, c'est que je dis toujours M0 et M1 est tout régulier. Donc H petit f régulier. Fonction régulière. Maintenant, si je regarde M0 et M1, et que je les regarde précisément dans cette démonstration, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin que M0 et M1 soient dans C1 alpha, pour un certain alpha strictement positif. Alors, on peut peut-être économiser, mais en tout cas, ça, je suis sûr de mon coup. Vous voyez que c'est C1 et c'est C1+. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a dérivé. Hein. J'ai écrit df01 en disant que df01 était borné. Donc ça veut dire f de m0 lipschitziens. Disons m0 lipschitziens. Bon, puis un peu plus de régularité si je veux obtenir, pour que ça marche bien, que ça soit plus joli. Bon, ça entraîne un U, donc c'est en X, qui est un C2 alpha en XT globalement, et un M qui est C1 alpha en XT normalement. Jusqu'à présent, rien à signaler. Mais si je prends des temps intermédiaires, parce que c'est une solution, si je me place pour des temps qui sont strictement compris entre 0 et grand T, comme c'est une équation uniformément elliptique, eh bien, ce que j'en déduis, c'est que pour ces temps-là, U et M, et c'est infini au milieu. Donc, si je prends la courbe de mes densités, dans l'espace des densités, c'est une courbe qui part avec une certaine régularité, arrive à une certaine régularité, mais au milieu, c'est analytique. D'accord? Ça, c'est si f est strictement positif. Maintenant, je parle sous son autorité. Si je prends f égale à 0, je fais du transport optimal. C'est du Wasserstein classique. Eh bien, si je pars de C1 alpha au démarrage et j'arrive à C1 alpha au bout, je ne pense pas que les densités intermédiaires soient meilleures que C1 alpha. Il n'y a aucune raison qu'elles soient analytiques au milieu. Hein? Parce qu'on les transporte par une solution d'équation de Monge-Ampère, mais qui, elle, va être C2 alpha, et le transport, ça va faire C1 alpha. Donc la régularité n'est pas améliorée. Et donc ça correspond bien au fait que si je prends f égale à 0, en particulier h égale à 0, j'ai une équation elliptique dégénérée. Elle est dégénérée dans une direction. Elle est clairement, en un certain sens, elliptique et avec une direction dégénérée dans le temps. Ce qui d'ailleurs est à rapprocher du fait que si je n'ai pas de f, j'ai quelque chose qui est en fait une distance, et dans cette distance, le temps est complètement artificiel là-dedans. Je peux changer le temps. Donc il y a une variable qui ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que caché derrière, il y a un problème stationnaire, qui est une équation de Monge-Ampère, qui est le transport de M0 sur M1 par une solution d'une certaine équation de Monge-Ampère. Donc, caché derrière cette équation en xt, il y a, après un certain nombre de manipulations, une manipulation non linéaire, et ça peut se faire d'ailleurs comme ça, une équation de Monge-Ampère, qui ramène un peu d'ellipticité, qui ramène un peu d'ellipticité, mais on a changé de nature. On est passé d'une équation uniformément elliptique spatio-temporelle à un problème dans lequel la variable temporelle est un peu... disons, est géré et découle automatiquement du comportement dans la variable spatiale, pour être plus... Et tout ceci est gouverné par une seule équation de Monge-Ampère qui est cachée derrière cette équation dégénérée, elliptique dégénérée. Bon. Eh bien ça prouve, ça montre, et donc ça c'est faux si f est égal à 0. Donc ça montre que l'on a des comportements qui sont différents, qui, bien entendu, je le répète, correspondent au fait que c'est comme si on changeait de type de problème, et que donc, si je veux maintenant pouvoir gérer les deux situations à la fois, j'ai un problème. Parce que l'argument qui permet de s'en tirer à f égale à 0 et l'argument qui permet de s'en tirer si f' est strictement positif
mais ils sont très différents, parce qu'ils traitent des phénomènes très différents. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait si je sais simplement que f' est positif ou nul? Il est quand même tentant de se dire que si f égale à 0, j'ai des solutions régulières. Si f est strictement positif, j'ai des solutions régulières. Il est tentant de se dire que c'est peut-être toujours vrai. Mais c'est un peu compliqué, parce que imaginez que f est un plat et que le reste du temps, ça soit strictement positif. Ben, ce plat, dans cette zone-là, c'est comme si on avait un morceau d'équation de Monge-Ampère, entre guillemets. Et puis le reste du temps, on a une équation uniformément elliptique. Il y a un changement de type là. Donc je trouve que c'est une question qui n'est pas simple, mais des précisions sur ces régimes-là, à mon avis, seraient assez intéressantes. Alors, il n'en demeure pas moins que l'estimation W infini sur U et l'estimation L infini sur M sont OK. En d'autres termes, si vous pensez approche contrôle optimale, par technique de perturbation, comme il y a unicité dans le cas où f' est strictement positif, et qu'on peut encore se débrouiller pour avoir de l'unicité, gagner un tout petit peu de stricte convexité, eh bien, l'unique minimiseur du problème de contrôle optimal a cette régularité et résout presque partout l'équation et a unicité en ce sens-là. Bon, ça, on l'a. Enfin, l'unicité, il faut faire un peu attention. L'unicité du minimiseur, on peut se débrouiller, mais l'unicité de la solution, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça dépend de savoir si bon, il y a des petites difficultés. Mais on a quand même pas mal d'informations partielles, et donc la véritable question, c'est quelles sont la phénoménologie, est-ce qu'il y a de la régularité, etc., y compris lorsque M0 et M1 sont strictement positifs. Bien. Donc ça, c'est pour aller dans la direction où f n'est pas strictement croissante. Alors, si f est décroissante, par exemple, ou n'est pas croissante, là, il peut y avoir des accidents terribles, des accidents à la circulation terribles, parce que f décroissante, ça veut dire que les gens ont envie de se regrouper. OK ? Et donc, quand les gens ont envie de se regrouper, même si ça coûte de se déplacer, il y a le risque qu'ils se regroupent tellement bien que les M, ça fait une masse de Dirac. Donc, formation d'une Dirac, formation d'une singularité. Et dans le cas déterministe, il n'y a rien pour empêcher ça. Dans le cadre stochastique, suivant la taille des choses, ça épaissit un peu. Donc, ces problèmes-là, lorsque f n'est pas croissant, en général, il n'y aura pas de solution. En déterministe, le problème sera essentiellement mal posé. Bon, je pourrais continuer pendant des heures et des heures sur ces exemples. On verra. Donc, deuxième remarque, je n'ai vraiment pas envie de développer là-dessus, parce que je crois que la phénoménologie est claire, donc bon, même s'il faut construire les exemples, c'est ensuite un peu compliqué à mettre en place. Donc, si f n'est pas croissant, attention, phénomène de non-existence, de singularité, avec des Dirac, de non-unicité. Enfin, c'est la pagaille. On s'attend à ce que ça ne marche pas. Alors, très honnêtement, je n'ai jamais passé du temps à construire des exemples, à bien explorer tout ce qui peut se passer dans ce cas-là. C'est une question qui paraît relativement claire, mais qui n'est pas aussi simple que ça s'il s'agit de construire des exemples. On a quand même des systèmes un peu lourds, un peu compliqués. L'optimisation va casser, justement parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une non-existence, mais comment on démontre qu'il n'existe pas de solution, ce n'est pas aussi simple que ça. Bon.
Donc, d'avoir des exemples serait quand même intéressant intuitivement. Donc, au fur et à mesure que j'y réfléchis en parlant, je n'avais pas vraiment réfléchi avant de vous faire court. Donc, en y réfléchissant, même si ce n'est pas inattendu d'avoir des difficultés, ce serait bien quand même de le faire proprement, de façon à bien vérifier que l'intuition est correcte. Donc, si f n'est pas croissant, je m'attends à tout un tas de blagues, mais des résultats de non-existence. On peut très bien imaginer d'avoir des situations dans lesquelles ça dépend de la longueur de l'intervalle. On peut très bien aussi imaginer des situations où... oui, on peut très bien imaginer des situations où on part et voilà une conjecture qui me semble amusante. Je pars d'une mesure et je veux arriver à la même mesure. Donc, je peux très bien ne rien faire et y rester. Mais à mon avis, ça peut être... Donc, il y a une solution, mais en même temps, on doit pouvoir passer par des solutions qui ont envie de se comporter presque comme des Dirac. Parce que c'est avantageux du point de vue du coût. Donc, même si on est tous bien répartis, pour faire baisser le coût, parce que sinon on paye toujours, parce qu'on n'est pas tous ensemble, on s'est bien répartis. Mais on peut avoir intérêt à passer du temps ensemble. Puis après, faire comme si vis-à-vis de la police. On se répartit bien après, quand on se rapproche de l'intervalle. Si le temps est suffisamment long, on aura intérêt à faire ça. Bon, donc vous voyez, ça c'est presque déjà des débuts d'exemples, mais à construire qui sont assez rigolos d'ailleurs. On va voir toute une phénoménologie d'existence et d'une singularité qui apparaît quand le temps augmente. Il y a une solution régulière parfaite, et puis il y a d'autres solutions qui apparaissent et qui explosent. Donc il y a vraiment, à mon avis, des tas de choses qui peuvent se produire. Ça, je crois que c'est un exemple qui doit être étudiable et qui est rigolo à mettre en place. Et ça, c'est hautement non standard dans la zoologie des EDP. Bon. Que dire d'autre? Non. Alors, puis il y a le troisième point, si on réfléchit aux différentes hypothèses. Le troisième point, et je vais arrêter là, qui est qu'est-ce que ça veut dire H seconde pas strictement positif? Alors, il y a pas mal de cas où on va encore garder des estimations de Lipschitz. Mais à nouveau, la démonstration s'effondre en disant il y a une solution régulière, l'unicité, ce n'est pas le problème, parce que pour l'unicité, on a bien vu que dès que f est strictement croissante, il y a unicité. Donc je suis même prêt à prendre f éventuellement strictement positif ou pas. Donc ce n'est plus une équation qui est uniformément elliptique, donc le résultat de régularité ne marche plus. Et donc, à nouveau, on a a priori des solutions faibles. On a de l'unicité, on a une approche par contrôle optimal dans les cas simples. Et en même temps, ce que je vous montrerai la semaine prochaine, et c'est vrai aussi bien en déterministe qu'en stochastique, c'est que le problème linéarisé, il est mal posé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-ce que ça veut dire que c'est que il peut y avoir des bonnes solutions, mais elles dépendent mal de leur paramètres. Ça, je ne le crois pas, parce qu'on a quand même des situations quasiment elliptiques, donc ça, j'y crois pas du tout. Ce que je pense surtout, c'est que ça montre que la régularité n'est pas vraie. Et que les dégénérescences partielles qui sont là limitent la régularité. Bon, on va reparler de ça la semaine prochaine, et je finirai toute cette partie sur la planification en rajoutant enfin le Laplacien dans les équations. Mais je commencerai par faire cette remarque qui consiste à dire que si je prends du carré, tout va bien, mais si je prends du puissance 4, bon, là, ça me fait du du carré ici. Donc là où j'ai un point de maximum de u, l'équation dégénère, eh bien, on verra que le problème linéarisé est mal posé. Bon, donc c'est quand même une forte indication que ça ne se passe pas de la même manière.
et que c'est mal posé au sens une dépendance C1 des données. Bon, ce qui ne pose pas trop de problèmes, parce que le problème linéarisé, c'est surtout au niveau de l'existence, c'est la surjectivité qui coince, ce n'est pas l'injectivité. L'unicité marche bien. Donc, si on a des solutions régulières, normalement, c'est différenciable, parce qu'il y a l'unicité. Donc, ça, c'est un peu d'analyse non linéaire. Si on a suffisamment de bornes, ce que je viens de dire est correct. On s'attend effectivement à qu'on puisse dériver par rapport à un paramètre si on a unicité et que le problème linéarisé a un noyau réduit à zéro. Avoir une courbe, ça demande de l'isomorphisme, c'est-à-dire l'aspect surjectivité. Bon. Donc là, on retravaillera là-dessus la semaine prochaine. Il y a des choses que je ne comprends pas très bien. Et ce n'est pas inintéressant, hein, puisque c'est quand même des questions que je qualifierais de base, surtout que bon, du puissance 4, ça croît trop vite, mais il suffit de prendre du puissance 4 près de l'origine et puis faire le croître en du carré. Hein. Donc je fais simplement, j'aplatis le du carré à l'origine. Bon, et ça pose un problème. En termes de contrôle optimal, en termes de jeu à champ moyen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je paye moins les déplacements, les petits déplacements. Hein, lorsque je prends des petites vitesses, je les paye, non. J'ai un trouble sur la fonction convexe, hein, c'est ce que tu es en train de dire sur le H étoile. Donc si j'ai du puissance 4, ça me fait un alpha à la puissance 4 tiers, ça c'est correct. Et donc je paye, je retire ce que je disais, je paye moins les... et si je prends du puissance 4 que près de l'origine, qu'est-ce que ça fait? Ça se retrouve, c'est local, c'est pas à l'infini. L'infini, c'est l'infini, c'est l'image par l'infini. Donc, a priori, bon, on va simplifier. En tout cas, je paye moins mes déplacements. Si je prends du puissance 4, je paye globalement moins mes déplacements. Hein, le coût de déplacement est moins cher. Si le coût de déplacement est moins cher, bon, il y a des problèmes qui apparaissent. Il y a des problèmes qui apparaissent pour la planification. Les solutions ne sont pas aussi régulières. C'est comme si on pouvait créer peut-être un peu plus, se déplaçant plus facilement. Peut-être qu'on a plus tendance à créer des hautes densités, je ne sais pas. Donc là encore, il y a vraiment des questions de fond à aborder, mais on y réfléchira. Je voulais vous titiller, vous évoquer votre curiosité sur la phénoménologie qui est liée à la manière dont, suivant les coûts qu'on met, la problématique de ces problèmes de planification, et je parle bien des problèmes de planification, hein, est un peu différente. Si c'était des conditions limites standards, on ne verrait pas autant la différence, on ne verrait pas la différence entre du carré et du puissance 4. C'est parce que je suis en train de regarder ce problème au debout, qui a un petit aspect de problème inverse, hein, puisque je prescris maintenant, en fait, comme j'écris les choses de manière rétrograde pour M, je prescris en fait M0 et je cherche le coût final, hein, la taxe qui va inciter les gens à se comporter de façon à obtenir cette densité finale, qui est M0. Donc c'est un problème inverse, hein, c'est trouver, je pourrais changer ce problème-là en oubliant la M0, en mettant U à l'instant initial et en cherchant le U à l'instant initial qui fait que la solution du jeu à champ moyen vaut M0 en t égale à 0. Là, on verrait bien un problème inverse. Donc, qui dit problème inverse dit effectivement cet aspect dans la zoologie d'un problème inverse, si vous pensez en termes d'application non linéaire, hein, et vous essayez de vérifier qu'une application très non linéaire est surjective, bon, on voit bien qu'on est en train de dire autre chose que de définir l'application. On est en train de lui en demander beaucoup plus. Donc c'est naturel que l'on ait effectivement beaucoup plus de pépins, de situations imprévues par rapport au jeu à champ moyen standard dans lequel on prescrit un coût final, une densité initiale, c'est-à-dire 1 M1 et en U en égale à 0. Bon, voilà.
Donc ça, c'est un exemple de plus, et donc du coup, une nouvelle zoologie de phénomènes et beaucoup de choses qui sont encore extrêmement mystérieuses en ce qui me concerne. Donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Merci beaucoup.